Sous la pluie battante, Camille courait, le cœur tambourinant comme si chaque goutte d'eau était une accusation. Elle avait tout donné pour Sogine, tout abandonné, et pourtant, les mots cruels résonnaient encore, trop lesbienne. Comment une amitié de 10 ans, tissée de rires et de secrets, avait-elle pu se briser en une seule phrase? Camille s'arrêta sous un lampadaire vacillant, le souffle court. La ruelle parisienne, étroite et pavée, semblait rétrécir autour d'elle, comme pour l'étouffer. 10 ans plus tôt, elle avait rencontré Sogine dans un café du quartier latin, une étudiante coréenne arrivée en France avec des rêves d'art et un sourire timide. Camille, alors serveuse à mi-temps, avait été captivée par son accent chantant et sa passion pour la peinture. Leur amitié s'était construite sur des nuits blanches à parler de tout, des dramas coréens que Sogine adorait, des poèmes de Baudelaire que Camille récitait, et des espoirs qu'elle partageait pour un avenir plus grand que leurs petits appartements parisiens. Mais ce soir, tout était différent. Sogine avait changé. La femme qui, autrefois, riait avec elle sous les cerisiers du jardin des plantes était devenue distante, presque froide. Camille se souvenait du jour où tout avait basculé. Sogine, les larmes aux yeux, lui avait demandé 5 000 €. C'est pour ma mère, Camille. Elle est malade, à Séoul. Je n'ai personne d'autre. Camille n'avait pas hésité. Elle avait vidé son compte épargne, celui qu'elle gardait pour ouvrir son propre café un jour. Elle l'avait fait par amour, un amour qu'elle n'avait jamais osé nommer. Leur lien avait toujours été ambigu. Sogine, avec sa douceur et ses regards prolongés, avait laissé Camille espérer. Des soirées à boire du soju dans l'appartement de Sogine, des moments où leurs mains se frôlaient en peignant ensemble, des silences lourds de sous-entendus. Camille, ouvertement lesbienne depuis ses 20 ans, n'avait jamais caché qui elle était. Mais Sogine, élevée dans une famille coréenne traditionnaliste, semblait toujours danser sur une ligne invisible entre désir et retenue. Quelques semaines après le prêt, Sogine avait disparu. Pas un message, pas un appel. Camille avait attendu, espérant un signe, jusqu'à ce qu'elle reçoive un texto glacial. « Merci pour l'argent. Mais toi et moi, c'est trop lesbienne. » Je ne peux pas, les mots l'avaient transpercé comme une lame. Trop lesbienne? Était-ce son amour, son identité, ou simplement son existence qui était trop pour Sogine? Camille s'essuya les yeux, mélange de pluie et de larmes. Elle refusait de croire que tout était fini. Elle connaissait Sogine, sa Sogine, celle qui pleurait devant les dramas romantiques, celle qui lui avait offert une écharpe tricotée à la main pour son anniversaire. Il y avait autre chose, une vérité cachée derrière cette cruauté. Elle devait la trouver. Le lendemain, Camille se rendit à l'atelier d'art où Sogine travaillait. L'endroit, un vieux hangar reconverti près de la Seine, sentait la térébenthine et les rêves inachevés. Sogine était là, penchée sur une toile, ses cheveux noirs attachés en un chignon désordonné. Elle sursauta en voyant Camille. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Sogine, sa voix tremblante. « Je veux comprendre, Sogine. Pourquoi? Pourquoi ces mots? Pourquoi m'abandonner après tout ce qu'on a partagé ?» Camille sentit sa gorge se nouer. Sogine détourna le regard, ses mains crispées sur un pinceau. « Tu ne comprendrais pas. Ma famille, ma mère… » Sa voix se brisa. « Laisse-moi tranquille, Camille. S'il te plaît. » Mais Camille ne bougea pas. Elle voyait la douleur dans les yeux de Sogine, une douleur qu'elle connaissait trop bien, celle de cacher qui on est. « Parle-moi, Sogine. Je mérite au moins ça. » Sogine ferma les yeux, comme si elle luttait contre un poids invisible. « Ma mère va mieux, grâce à toi. Mais elle m'a forcé à rentrer à Séoul l'été dernier. Elle sait pour nous, pour ce que je ressens. » Elle déglutit. Elle m'a dit que si je continuais à te voir, elle me renierait. Camille sentit son cœur se serrer. Elle connaissait la pression des attentes familiales, surtout dans une culture comme celle de Sogine, où l'honneur et la tradition pesaient lourd. Mais elle refusait d'abandonner. « Et toi, Sogine, qu'est-ce que tu veux ?» Sogine ne répondit pas. Elle se tourna vers sa toile, un portrait inachevé de 2 silhouettes sous un cerisier. Camille reconnut immédiatement leur visage. C'était elle, peinte avec une tendresse qui trahissait tout ce que Sogine refusait d'admettre. Camille quitta l'atelier,
le cœur lourd mais déterminé. Elle ne pouvait pas forcer Sojin à affronter ses démons, mais elle ne pouvait pas non plus abandonner leur lien. Les jours suivants, elle tenta de reprendre contact, laissant des messages, des lettres, même des croissants déposés devant la porte de Sojin. Rien. Le silence de Sojin était une blessure qui s'ouvrait un peu plus chaque jour. Mais un soir, alors que Camille rentrait chez elle, elle trouva une enveloppe glissée sous sa porte. À l'intérieur, une lettre manuscrite de Sojin, rédigée en français hésitant mais sincère. « Camille, je ne sais pas comment te dire ça. Je t'ai blessé, et je m'en veux. Mais j'ai peur. Peur de moi, de ce que je ressens, de ce que ma famille pensera. Pourtant, chaque fois que je ferme les yeux, je te vois. » Camille relut la lettre, les larmes aux yeux. C'était un début, une fissure dans le mur que Sojin avait érigé. Elle décida de lui donner du temps, mais pas sans se battre. Elle organisa une exposition d'art clandestine dans un café du Marais, invitant Sojin à présenter ses toiles. Elle savait que l'art était le langage de Sojin, le seul endroit où elle se sentait libre. Le soir de l'exposition, Sojin arriva, hésitante, son sac à dos serré contre elle. Quand elle vit ses toiles accrochées, entourées de gens admiratifs, ses yeux s'emplirent de larmes. Camille s'approcha doucement. « C'est toi, Sojin. C'est ton cœur sur ces murs. Personne ne peut enlever ça. » Sojin la regarda, partagée entre la peur et autre chose, quelque chose de plus fort. « Et si je ne suis pas assez courageuse ?» murmura-t-elle. Camille lui prit la main. « Alors, je serai courageuse pour nous deux. » Leur histoire ne faisait que commencer, mais dans ce café bondé, sous les regards curieux et les lumières tamisées, Camille sut que, malgré la douleur, elles avaient une chance. Une chance de se retrouver, de se comprendre, et peut-être, un jour, de s'aimer sans peur. Les semaines qui suivirent l'exposition furent un mélange d'espoir et de frustration. Camille voulait croire que la lettre de Sojin et leur moment au café marquaient un tournant, mais la réalité était plus compliquée. Sojin répondait à ses messages par intermittence, parfois avec chaleur, parfois avec une froideur qui rappelait à Camille les mots cruels, trop lesbienne. Chaque fois que Camille pensait avancer, Sojin reculait, comme si elle était prisonnière d'une danse qu'elle ne maîtrisait pas. Camille passait ses journées à travailler dans un petit bistrot près de Montmartre, servant des espressos et des croque-monsieur à des touristes bruyants. Mais son esprit était ailleurs, dans l'atelier de Sojin, dans les souvenirs de leur rire, dans l'espoir fragile qu'elle pourrait surmonter les barrières culturelles et personnelles qui les séparaient. Elle avait grandi dans une famille française ouverte, où son coming out à 20 ans avait été accueilli avec amour, même si son père avait mis du temps à comprendre. Sojin, elle, portait le poids d'une famille coréenne traditionnaliste, où l'homosexualité était un sujet tabou, un péché à cacher. Un après-midi, alors que Camille nettoyait le comptoir, son téléphone vibra. Un message de Sojin. « Peux-tu venir ce soir ? J'ai besoin de te parler. » Le cœur de Camille s'emballa. Elle prit son service en avance, enfila sa veste en cuir et traversa Paris sous un ciel gris. L'appartement de Sojin, un petit studio dans le 13e arrondissement, était encombré de toiles et de tubes de peinture. Quand Camille entra, Sojin était assise sur son lit, les genoux ramenés contre sa poitrine. « Merci d'être venu, » murmura Sojin, évitant son regard. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Camille, s'asseyant à côté d'elle. Sojin prit une profonde inspiration. « Ma mère m'a appelé hier. Elle veut que je rentre à Séoul. Définitivement. » Camille sentit son estomac se nouer. « Et toi, tu veux y aller ?» Sojin secoua la tête, les larmes aux yeux. « Je ne sais pas. J'aime Paris. J'aime, » elle s'arrêta, comme si les mots étaient trop lourds. « J'aime ma vie ici. Mais ma famille, c'est tout ce que j'ai. » Camille posa une main hésitante sur son épaule. « Ce n'est pas tout ce que tu as, Sojin. Tu m'as, moi. » Sojin la regarda, ses yeux sombres pleins de contradictions. « Tu ne comprends pas, Camille. En Corée, être comme toi, c'est impossible. Ma mère m'a dit que si je ne rentrais pas, elle couperait tout contact. Elle pense que je suis influencé, que tu m'as changé. » Camille sentit la colère monter. « Changé ?»
Sojin, je t'aime pour qui tu es, pas pour ce que je veux que tu sois. Les mots lui échappèrent, bruts, sincères. Elle n'avait jamais osé les dire aussi clairement. Sojin tressaillit, mais ne recula pas. Pour la première fois, elle tendit la main et serra celle de Camille, un geste timide mais chargé de sens. Je ne sais pas comment faire, Camille. J'ai peur de tout perdre. Camille voulait la prendre dans ses bras, la rassurer, mais elle sentait que Sojin avait besoin d'espace. Tu n'as pas à décider maintenant. Mais promets-moi une chose, ne me repousse pas à cause de ce que les autres pensent. Sojin hocha la tête, mais son silence était éloquent. Camille quitta l'appartement, le cœur partagé entre espoir et incertitude. Les jours suivants, elle tenta de se concentrer sur sa vie, sur ses rêves de café, sur les petites joies du quotidien. Mais Sojin hantait ses pensées. Elle se mit à écrire des lettres qu'elle n'envoyait pas, des mots d'amour et de frustration, espérant qu'un jour, Sojin serait prête à les lire. Un soir, alors qu'elle flânait près de la Seine, Camille reçut un appel d'un numéro inconnu. Une voix féminine, parlant un français hésitant, se présenta comme Minji, une amie de Sojin. Elle est à l'hôpital, Camille. Elle a eu un accident. Le monde sembla s'arrêter. Camille courut jusqu'à l'hôpital Saint-Louis, les pires scénarios défilant dans sa tête. Quand elle arriva, Sojin était dans une chambre, un bras en écharpe, le visage marqué par des ecchymoses. Elle avait glissé sur une rue mouillée en rentrant de l'atelier, percutée par un vélo. Rien de grave, mais elle semblait fragile, presque brisée. « Pourquoi tu ne m'as pas appelé ?» demanda Camille, retenant ses larmes. Sojin esquissa un sourire faible. « Je ne voulais pas t'inquiéter. Mais je suis contente que tu sois là. » Elles passèrent la nuit à parler, oubliant l'hôpital, les blessures, le monde extérieur. Sojin raconta son enfance à Séoul, la pression de sa mère pour qu'elle se marie, son rêve secret de vivre librement. Camille lui parla de ses propres luttes, de la solitude qu'elle avait ressentie avant de s'accepter. Pour la première fois, elles se parlèrent sans filtre, sans peur. Quand l'aube pointa, Sojin murmura « Je ne veux pas rentrer à Séoul. Mais je ne sais pas comment rester. » Camille lui prit la main. « On trouvera un moyen. Ensemble. » Ce moment marqua un tournant, mais pas une fin. Sojin devait encore affronter ses démons, et Camille savait que leur chemin serait semé d'embûches. Mais pour la première fois, elle sentit que Sojin ne la repoussait plus. Il y avait une lueur, fragile mais réelle, dans leurs regards croisés. Les semaines suivantes furent un mélange d'espoir et de chaos. Sojin sortit de l'hôpital, mais son accident avait laissé des traces, pas seulement physiques. Elle était plus silencieuse, plus introspective, comme si la chute avait réveillé quelque chose en elle. Camille, de son côté, jonglait entre son travail au bistrot et ses visites à Sojin, apportant des plats faits maison et des anecdotes pour la faire sourire. Mais sous cette façade, elle sentait une tension croissante. Sojin recevait des appels fréquents de sa mère, des conversations en coréen où Camille ne comprenait que les intonations. Colère, reproche, supplication. Un soir, alors qu'elle partageait un bol de bibimbap dans le studio de Sojin, Camille aborda le sujet. « Tu vas me dire ce que ta mère veut ? Ou je dois deviner ?» Sojin reposa ses baguettes, le regard fuyant. « Elle veut que je rencontre quelqu'un. Un homme. À Séoul. » Camille sentit son cœur se serrer. « Et toi, qu'est-ce que tu veux ?» Elle répétait cette question comme une prière, espérant une réponse claire. Sojin hésita, puis murmura « Je veux être libre. Mais la liberté a un prix, Camille. Ma famille, ils ne comprendront jamais. » Camille se leva, frustrée. « Et moi, alors ? Je t'ai donné tout ce que j'avais, Sojin. Mon argent, mon temps, mon cœur. Et tu me tiens à distance, comme si j'étais un problème à résoudre. » Sojin tressaillit, mais ne répondit pas. Camille quitta l'appartement, le cœur lourd. Elle marcha jusqu'au pont des Arts, où les cadenas d'amour avaient depuis longtemps été retirés. Elle s'appuya contre la rambarde, regardant la Seine scintiller sous les lumières. Elle se sentait trahie, non pas par Sojin, mais par ses propres espoirs. Elle avait cru que l'amour pouvait tout surmonter, mais la réalité était plus brutale.
Quelques jours plus tard, Sojin l'appela. « J'ai besoin de te voir. C'est important. » Elles se retrouvèrent dans un petit parc près de Bastille, où des enfants jouaient sous les regards distraits de leurs parents. Sojin portait une écharpe rouge, celle que Camille lui avait offerte pour Noël. « J'ai pris une décision, » dit Sojin, sa voix tremblante mais ferme. « Je ne rentre pas à Séoul. Pas maintenant. » Camille sentit son pouce accélérer. « Qu'est-ce qui a changé ?»« Toi, » répondit Sojin, les yeux brillants. « Tu m'as montré ce que c'est de se battre pour qui on est. Mais j'ai besoin de temps, Camille. Je ne suis pas comme toi. Je ne sais pas encore comment être moi. » Camille hocha la tête, retenant ses larmes. « Je peux attendre. Mais pas éternellement. » Ce soir-là, elles marchèrent ensemble dans Paris, partageant un silence complice. Sojin raconta des souvenirs de son enfance, des étés amusants, des attentes écrasantes de sa famille. Camille parla de ses rêves, de son envie d'ouvrir un café où artistes et rêveurs pourraient se rencontrer. Pour la première fois, elles se parlaient comme des égales, sans peur ni jugement. Mais la réalité revint frapper. Une lettre arriva de Séoul, écrite par la mère de Sojin. Camille ne comprenait pas le coréen, mais Sojin lui traduisit les mots durs. « Si tu choisis cette vie, tu n'es plus ma fille. » Sojin pleura en lisant, et Camille la serra dans ses bras, impuissante face à cette douleur. « Je ne peux pas la perdre, Camille, » murmura Sojin. « Mais je ne veux pas te perdre non plus. » Camille sentit son cœur se briser. Elle savait que Sojin était à un carrefour, et qu'aucun choix ne serait sans douleur. « Prends ton temps, » dit-elle doucement. « Mais souviens-toi que tu mérites d'être aimé pour qui tu es. » Les jours suivants, Sojin se plongea dans son art, peignant des toiles vibrantes de couleurs et d'émotions. Camille l'encourageait, organisant de petites expositions dans des cafés locaux. Chaque toile semblait raconter une partie de l'histoire de Sojin. Sa lutte, son amour, sa peur. Camille voyait dans ses œuvres une Sojin qui se libérait, lentement mais sûrement. Un soir, alors qu'elle partageait un verre de vin dans un bar du Marais, Sojin prit la main de Camille sous la table. « Merci, » murmura-t-elle, « pour tout. » Camille sourit, mais son cœur restait prudent. Elle savait que le chemin était encore long, que Sojin devait affronter ses propres vérités avant de pouvoir pleinement s'ouvrir. Mais ce geste, cette main dans la sienne, était une promesse. Une promesse qu'elles n'étaient pas encore perdues l'une pour l'autre. L'automne s'installa sur Paris, drapant la ville de feuilles dorées et d'une mélancolie douce. Camille et Sojin trouvaient un rythme fragile, alternant entre moments d'intimité et silence lourd. Sojin peignait avec une intensité nouvelle, ses toiles attirant l'attention de galeristes locaux. Camille, elle, économisait chaque centime pour son rêve de café, tout en soutenant Sojin dans ses expositions. Mais la menace de Séoul planait toujours, comme une ombre que ni l'une ni l'autre ne pouvaient ignorer. Un matin, Camille reçut un message de Sojin. « Viens à l'atelier. J'ai quelque chose à te montrer. » Quand elle arriva, Sojin dévoila une toile immense, une explosion de couleurs représentant deux femmes dansant sous un ciel étoilé. « C'est nous, » dit Sojin, sa voix tremblante. « C'est ce que je ressens quand je suis avec toi. » Camille sentit les larmes monter. « C'est magnifique, Sojin. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous ?» Sojin baissa les yeux. « Je ne sais pas encore. Mais je veux essayer. » Ce soir-là, elles dînèrent ensemble dans un petit restaurant coréen du 15e arrondissement, partageant des plats épicés et des souvenirs. Sojin raconta comment, adolescente, elle s'était sentie différente, attirée par une amie d'école, mais avait étouffé ses sentiments par peur. Camille écoutait, le cœur serré, comprenant la profondeur de la lutte intérieure de Sojin. Mais leur fragile équilibre fut brisé par un appel inattendu. La mère de Sojin était à Paris. Elle avait pris un vol sans prévenir, déterminée à ramener sa fille à Séoul. Sojin paniqua, ses mains tremblantes alors qu'elle expliquait à Camille, elle sait tout. Quelqu'un lui a parlé de l'exposition, de nous. Camille sentit la colère monter. Elle ne peut pas te forcer à partir, Sojin. Tu es adulte. Tu ne comprends pas, répondit Sojin, au bord des larmes. En Corée, la famille, c'est tout. Si je la défie,
je perds tout. Le lendemain, elles rencontrèrent la mère de Sojin, Madame Kim, dans un café près de Notre-Dame. C'était une femme élégante, mais son regard était dur, presque accusateur. Elle parla en coréen à Sojin, ignorant Camille. Quand Sojin traduisit, les mots étaient comme des coups. « Tu déshonores notre famille. Cette relation est une honte. » Camille voulut répondre, mais Sojin lui serra la main sous la table, un geste pour la calmer. « Maman, je t'aime », dit Sojin en coréen, puis en français pour Camille. « Mais je ne peux pas vivre pour toi. J'ai besoin de vivre pour moi. » Madame Kim se leva, furieuse, et quitta le café sans un mot. Sojin pleura, mais Camille vit dans ses yeux une force nouvelle. « Je ne sais pas si elle me pardonnera, » murmura Sojin. « Mais je ne peux plus me cacher. » Ce soir-là, Sojin dormit chez Camille, dans son petit appartement près de Montmartre. Elles ne parlèrent pas beaucoup, mais leur silence était doux, apaisé. Pour la première fois, Sojin s'autorisa à être proche de Camille, à laisser leurs mains s'entrelacer sans crainte. Ce n'était pas une victoire, pas encore, mais c'était un pas. Les jours suivants, Sojin affronta sa mère à nouveau, seule. Camille attendit, anxieuse, dans son bistrot, servant des clients tout en jetant des coups d'œil à son téléphone. Quand Sojin revint, elle semblait épuisée, mais étrangement légère. « Elle ne comprend pas, » dit-elle. Mais elle m'aime. Elle a promis de ne pas me renier. Camille sourit, soulagée. « Et nous ?» Sojin la regarda, un sourire timide aux lèvres. « Nous, on continue. Pas à pas. » Leur relation restait fragile, mais chaque jour les rapprochait. Sojin exposait ses toiles, gagnant en confiance, tandis que Camille avançait dans son projet de café. Elles apprenaient à naviguer entre leurs mondes, entre la liberté de Paris et les échos de Séoul. Mais le chemin était encore long, et Camille savait que l'amour véritable demandait du courage, celui que Sojin découvrait peu à peu. L'hiver enveloppa Paris d'un froid mordant, mais pour Camille et Sojin, la chaleur de leur lien grandissait. Sojin s'installait peu à peu dans une vie où elle s'autorisait à être elle-même. Elle passait plus de temps avec Camille, partageant des soirées à regarder des dramas coréens ou à flâner dans les librairies de Saint-Germain. Mais les ombres du passé persistaient. Madame Kim, bien qu'acceptant à contre-cœur la décision de Sojin de rester à Paris, envoyait des messages réguliers, mélange de supplications et de reproches. Un soir, alors qu'elle partageait une fondue au fromage dans un restaurant cosy, Sojin aborda un sujet inattendu. « J'ai reçu une offre, » dit-elle, nerveuse. « Une galerie à Londres veut exposer mes toiles. » Camille sentit une pointe d'inquiétude. « Londres ? C'est loin. » Sojin sourit, un peu mal à l'aise. « Ce n'est qu'à 2 heures d'Eurostar. Et c'est une chance énorme. Mais je ne partirai pas sans toi. » Camille cligna des yeux, surprise. « Tu veux que je vienne avec toi ? » « Pas tout de suite, » répondit Sojin. « Mais je veux qu'on construise quelque chose ensemble. Je ne veux plus avoir peur. » Ce fut un moment décisif. Camille réalisa que Sojin, pour la première fois, parlait d'un avenir commun. Elles passèrent la soirée à rêver, imaginant un café à Paris où les toiles de Sojin seraient exposées, un lieu où elle pourrait être elle-même, entourée d'amis et d'art. Mais cette vision était encore fragile, menacée par les doutes de Sojin et les pressions extérieures. Quelques jours plus tard, un incident bouleversa leur fragile équilibre. Camille reçut un message anonyme, une photo d'elle et Sojin se tenant la main dans un parc, accompagnée d'un texte menaçant « Rentre en Corée, où tout le monde saura ». Sojin paniqua, convaincu que quelqu'un de son entourage à Séoul, peut-être un cousin ou un ancien ami, cherchait à la faire chanter. Camille, furieuse, proposa de confronter l'auteur du message, mais Sojin refusa. « Si ma famille voit ça, tout sera fini. » Elle était terrifiée, et Camille sentit la distance revenir entre elles. Elle passa des nuits à chercher des solutions, contactant des amis pour retracer l'origine du message, mais sans succès. Un matin, Sojin arriva chez Camille, les yeux rougis. « J'ai parlé à ma mère, » dit-elle. « Je lui ai tout dit. Que je t'aime. Que je veux vivre avec toi. » Camille sentit son cœur s'arrêter. Et elle? Elle a pleuré. Elle a dit qu'elle ne comprenait pas,
mais qu'elle ne voulait pas me perdre. Elle m'a demandé du temps. C'était une victoire douce amère. Sojin avait fait un pas immense, mais la menace du message pesait encore. Camille décida de prendre les choses en main. Elle organisa une rencontre avec une association LGBT à Paris, qui offrait du soutien aux personnes confrontées à des pressions familiales ou à du chantage. Sojin, d'abord réticente, accepta de les rencontrer. Là, elle trouva des histoires similaires à la sienne, des gens qui avaient surmonté la peur pour vivre authentiquement. Cette expérience transforma Sojin. Elle commença à parler plus ouvertement de ses sentiments, à s'affirmer dans son art et dans sa vie. Elle peignit une nouvelle toile, un autoportrait vibrant où elle se tenait fière, entourée de couleurs arc-en-ciel. Camille, émue, l'accrocha dans son appartement, un symbole de leur lutte commune. Mais le chantage ne s'arrêta pas. Un second message arriva, plus menaçant, avec une date limite: rentre à Séoul avant la fin du mois, ou ces photos iront à ta famille. Camille et Sojin décidèrent de ne pas céder. Elles contactèrent un avocat spécialisé, qui les aida à déposer une plainte pour harcèlement. L'enquête révéla que le coupable était un ancien camarade de Sojin, vivant à Paris, jaloux de son succès et de sa liberté. Confronté, il s'excusa, mais le mal était fait. Sojin, cependant, refusa de se laisser briser. « Je ne veux plus vivre dans la peur, » dit-elle à Camille. « Je veux être avec toi, openly. » Ce soir-là, elles s'embrassèrent pour la première fois, sous les étoiles, sur un pont surplombant la Seine. Ce n'était pas une fin, mais un commencement, un acte de courage qui scellait leur amour. Le printemps arriva, apportant avec lui une douceur nouvelle à Paris. Camille et Sojin naviguaient, désormais dans une relation plus affirmée, bien que toujours marquée par des défis. Sojin préparait son exposition à Londres, tandis que Camille avançait dans son projet de café, trouvant un local abordable près de Belleville. Leur vie prenait forme, mais les échos de Séoul et les blessures du passé ne disparaissaient pas complètement. Sojin recevait encore des messages de sa mère, parfois tendres, parfois accusateurs. Madame Kim oscillait entre l'amour pour sa fille et son incapacité à accepter pleinement son identité. Camille, patiente, encourageait Sojin à maintenir le dialogue, tout en lui rappelant qu'elle n'avait pas à sacrifier son bonheur pour plaire à sa famille. Un jour, Sojin reçut une invitation inattendue. Une galerie à Séoul voulait exposer ses toiles. C'était une opportunité immense, mais aussi un défi. Retourner en Corée signifiait affronter son passé, ses peurs, et peut-être sa famille. Camille vit l'hésitation dans ses yeux. « Tu veux y aller ?» demanda-t-elle doucement. Sojin hocha la tête. « Oui, mais seulement si tu viens avec moi. » Camille accepta, bien que nerveuse. Elles prirent un vol pour Séoul, un voyage chargé d'émotions. À leur arrivée, Sojin retrouva sa ville natale avec un mélange de nostalgie et d'appréhension. Les rues animées de Honda, les néons, les odeurs de tteokbokki, tout lui rappelait son enfance, mais aussi les attentes qui l'avaient étouffée. Elles logèrent dans un petit hôtel près de la galerie. Sojin passa les jours suivants à préparer son exposition, tandis que Camille découvrait Séoul, fascinée par la fusion de modernité et de tradition. Mais la tension monta quand Sojin annonça qu'elle voulait présenter Camille à sa mère. « Je veux qu'elle voie qui je suis vraiment », dit-elle, la voix ferme. La rencontre eut lieu dans un restaurant traditionnel, autour d'une table couverte de banchands. Madame Kim, toujours élégante, était visiblement mal à l'aise. Elle parla peu, ses yeux passant de Sojin à Camille avec une méfiance contenue. Camille, malgré son coréen limité, tenta de montrer du respect, complimentant la cuisine et posant des questions sur Séoul. Mais la conversation tourna court quand Sojin prit la main de Camille sur la table. « Maman, je l'aime », dit Sojin en coréen, sa voix tremblante mais claire. « Et je ne vais pas cacher qui je suis. » Madame Kim resta silencieuse un long moment, puis murmura « Tu es ma fille. » Mais ça c'est difficile. Elle quitta le restaurant, laissant Sojin en larmes. Camille la serra dans ses bras, murmurant des mots de réconfort. « Tu as été courageuse. Elle a besoin de temps. » L'exposition de Sojin fut un succès retentissant. Les critiques louèrent son audace,
ces toiles racontant une histoire universelle de lutte et d'amour. Camille, présente à ses côtés, vit Sojin briller, enfin libre dans son article. Mais la douleur de la rencontre avec sa mère pesait encore. De retour à Paris, Sojin sembla changer. Elle était plus forte, plus sûre d'elle, mais aussi marquée par le rejet partiel de sa mère. Camille, fidèle, l'aidait à naviguer ses émotions, tout en avançant sur leurs projets communs. Le café, qu'elles nommèrent Cerisier, ouvrit ses portes à l'automne. C'était un lieu vibrant, où les toiles de Sojin côtoyaient des livres et des conversations animées. Mais un dernier défi attendait. Un soir, Madame qui m'appela. Elle voulait voir Sojin, à Paris. Camille sentit son cœur se serrer, craignant une nouvelle confrontation. Mais Sojin, désormais plus confiante, accepta. La visite de Madame Kim à Paris marqua un tournant. Elle arriva un matin d'octobre, les cheveux grisonnants et le regard moins dur qu'auparavant. Sojin et Camille l'accueillirent au café Cerisier, où les murs étaient ornés des toiles de Sojin et où l'odeur du café se mêlait à celle des pâtisseries fraîches. Madame Kim observa l'endroit en silence, ses yeux s'attardant sur une toile représentant deux silhouettes sous un cerisier, celle que Sojin avait peinte pour Camille. « C'est beau », dit-elle enfin, en coréen. Sojin traduisit pour Camille, un sourire timide aux lèvres. La conversation fut prudente, mais pour la première fois, Madame Kim posa des questions sur leur vie, sur le café, sur leurs rêves. Elle ne parla pas directement de leur relation, mais elle ne la rejeta pas non plus. « Je veux comprendre, » dit-elle à Sojin avant de partir. « Je ne promets pas d'accepter tout de suite. Mais je veux essayer. » Sojin pleura après son départ, mais c'étaient des larmes de soulagement. Camille la serra dans ses bras, sentant que, pour la première fois, elles avaient un avenir clair devant elles. Le café devint un refuge, un lieu où elles pouvaient être elles-mêmes, entourées d'amis et de clients qui les soutenaient. Un an plus tard, Cerisier était devenu un lieu incontournable du quartier. Sojin exposait régulièrement, ses toiles racontant des histoires d'amour et de liberté. Camille gérait le café avec passion, organisant des soirées poésie et des projections de films. Leur amour, bien que né dans la douleur et les épreuves, s'était épanoui, porté par leur courage mutuel. Un soir, sous les cerisiers du jardin des plantes, Sojin tendit une petite boîte à Camille. À l'intérieur, une bague simple, gravée d'un motif de cerisier. « Ce n'est pas une demande en mariage, » dit Sojin en riant. « Pas encore. Mais c'est une promesse. Que je serai toujours là, avec toi. » Camille, les larmes aux yeux, glissa la bague à son doigt. « Ensemble, » murmura-t-elle. Leur histoire n'était pas parfaite, mais elle était réelle. Elles avaient surmonté la peur, le rejet et les attentes d'un monde qui voulait les séparer. Et dans ce café, sous les toiles vibrantes de Sojin, elles avaient trouvé un foyer, un amour et une liberté qu'aucune ombre ne pouvait plus ternir.